Imaginez que les actualités Traoré aujourd'hui sont marquées par un climat de tension extrême. L'Afrique, déjà fragilisée par des vagues de terrorisme, se voit confrontée à de nouveaux défis, des attentats suicides dans les grandes villes, des leaders africains enlevés en plein jour et des menaces légales déguisées en diplomatie. Dans cet environnement de violence et de manipulation, chaque rencontre, chaque parole devient une bataille pour l'avenir de l'Afrique. Ce n'est pas simplement une question de politique, c'est une question de survie. Un dialogue qui semblait être une occasion de réconciliation pourrait bien devenir un champ de bataille où les intérêts étrangers se heurtent à la volonté d'indépendance d'une Afrique fatiguée des humiliations et des divisions. Avant de revenir au sujet principal, faites-moi savoir ainsi qu'aux frères ici présents d'où vous suivez. Et si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous car demain j'ai quelque chose de très spécial pour vous. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, se tenait face à Emmanuel Macron dans la salle de conférence du palais présidentiel de Ouagadougou. Le silence pesant qui régnait avant la rencontre n'était pas simplement dû à la chaleur étouffante de l'après-midi, c'était un silence lourd de non-dits, de ressentiments et de pressions extérieures. Macron, dans un geste calculé, se leva et entama son discours en affirmant que son pays avait toujours été un partenaire fidèle apportant aide et soutien à l'Afrique, en particulier à Burkina Faso. Et pendant des décennies, il parla des écoles construites, des routes tracées, des hôpitaux ouverts. Mais dans chaque mot, il y avait cette vieille stratégie d'imposer une main de fer dans un gant de velours. Il insista sur la relation historique, sur le fait que la France, bien que lointaine, restait un ami fidèle dans la tempête. Cependant, les paroles de Macron étaient loin de résonner comme un message de solidarité. Ibrahim Traoré savait que ces mots dissimulaient une réalité plus sombre, celle de l'exploitation de la domination masquée sous le couvert d'une soi-disant coopération. Emmanuel Macron poursuivit son discours d'une voix calme, presque trop maîtrisée, comme s'il essayait de garder une apparence de bienveillance, mais chaque mot qu'il prononçait sonnait plus comme une imposition qu'une invitation à la coopération. Il se leva, ajusta sa veste avec une précision presque clinique et se tourna vers Ibrahim Traoré avec un regard qui cherchait à se donner une image d'autorité pacifique. Sa posture était celle d'un professeur face à un élève récalcitrant cherchant à imposer ses vérités sans laisser de place au doute. Macron commença à parler des contributions de son pays à l'Afrique. Il souligna d'une voix mielleuse mais glaciale que la France tout au long de l'histoire avait été un soutien indéfectible pour Burkina Faso. Il énuméra avec précision les aides apportées, des écoles construites, des hôpitaux inaugurés, des routes aménagées. À chaque exemple, il s'attardait sur le terme « légué », comme si ces infrastructures n'avaient été créées que pour le bien de l'Afrique, sans jamais mentionner les véritables intentions derrière ces actions. La façon dont il décrivait l'implication de la France donnait l'impression que tout ce qu'il avait à offrir était une bénédiction divine, une générosité qui n'attendait rien en retour, comme si l'Afrique n'avait d'autre choix que d'accepter sa bienveillance. Depuis votre indépendance, nous avons toujours été là, nous avons financé vos écoles, formé vos élites, construit vos hôpitaux. Notre aide est une preuve de l'engagement que nous avons pour votre avenir, pour votre développement, déclara-t-il avec une assurance presque arrogante. Mais derrière cette apparente générosité, Ibrahim Traoré ressentait la lourdeur des mots de Macron. Ce n'étaient pas les mots de quelqu'un qui voulait réellement aider, mais ceux d'un homme qui se sentait propriétaire des efforts qu'il prétendait offrir. Ces aides étaient en réalité des chaînes déguisées, des instruments de contrôle sur un continent que la France n'avait jamais complètement quitté. Macron ne mentionna pas les contrats secrets ni les avantages économiques que la France tirait de ses soi-disant investissements. Il oublia de parler des ressources africaines exploitées à son avantage, des richesses du sol africain qui servaient à remplir les coffres des entreprises françaises. Le regard de Traoré ne se détacha pas de celui de Macron. Ses yeux fixant l'homme avec une intensité presque palpable, scrutant chaque mouvement de son interlocuteur, discernant la vérité cachée derrière le masque diplomatique. ChatGPT d'Hanoï, Ibrahim Traoré ne se laissa pas intimider par les mots mielleux et trompeurs de Macron. Son regard resta fixé sur lui, froid et inébranlable, une lueur de détermination brûlant dans ses yeux. Lorsqu'il se leva à son tour, l'atmosphère dans la pièce changea immédiatement. Ce n'était plus une simple rencontre entre deux dirigeants, mais un face-à-face qui marquerait un tournant décisif. Ibrahim Traoré parla d'une voix calme, mais chaque mot qu'il prononça frappait avec la force d'un coup de poing résonnant dans l'air lourd de la salle de conférence. « Monsieur Macron », commença-t-il, sa voix apportant une conviction implacable, « ce que vous appelez aide, ce n'est rien d'autre qu'un outil de domination. Vous venez ici prétendant nous offrir de la bienveillance, mais tout ce que vous faites, c'est imposer votre volonté sous couvert de générosité. »
Il s'avança lentement, chaque pas soulignant la gravité de ses paroles. Macaron pouvait sentir la puissance de son regard, la force tranquille mais ferme de Traoré. Les murmures des conseillers et des ministres se calmèrent, tout le monde attendant la suite. Ibrahim Traoré ne faisait pas qu'exprimer une opinion, il parlait au nom de tout un continent d'une Afrique fatiguée des promesses non tenues et des manipulations déguisées en partenariat. Vous nous parlez de vos écoles, de vos hôpitaux, de vos routes, continua-t-il, sa voix devenant plus ferme. Mais qui en bénéficie réellement? Ce sont vos entreprises, vos technocrates, vos intérêts qui se nourrissent de ce soi-disant développement que vous nous imposez, qui construit ces routes, vos compagnies qui forment nos ingénieurs et nos médecins, vos écoles, vos systèmes. Et où vont les profits? Pas dans nos poches. Ces projets, monsieur Macaron, ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour vous maintenir au sommet, pour que vous puissiez continuer à exploiter nos ressources et nos richesses. Chaque mot de Traoré était une flèche bien placée visant directement les hypocrisies de la politique coloniale moderne déguisée en coopération. Il s'arrêta un instant, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit de Macaron avant de reprendre. Vous parlez de léguer un héritage, mais cet héritage est une illusion. Vous avez détruit nos systèmes éducatifs traditionnels, vous avez écrasé nos langues, nos cultures, vous avez effacé notre histoire pour la remplacer par la vôtre, un modèle étranger qui ne nous représente pas, un modèle qui nous aligne à votre image. Il marqua une pause, puis s'approcha encore plus près de la table. Et vous osez nous dire que nous devons vous remercier pour cela. Le ton de Traoré était devenu de plus en plus incisif, mais il n'était ni furieux ni hystérique. Sa colère était une colère mesurée, une colère d'un homme qui, à force de silence et de soumission, avait vu trop de souffrances causées par la domination étrangère. Il savait que ce qu'il disait n'était pas seulement une déclaration, mais un cri de révolte silencieux porté par des générations de peuples africains en quête d'indépendance véritable. Vous nous accusez de chercher à remplacer vos bons partenariats par des alliés comme la Russie ou la Chine, ajouta Traoré, une pointe d'ironie dans sa voix. Mais il y a une différence fondamentale, nous ne cherchons pas à échanger un maître contre un autre, nous cherchons simplement à nous libérer de toute forme de servitude. Vous ne comprenez pas cela parce que vous ne voyez pas l'Afrique comme une égalité de partenaires, vous la voyez comme un terrain de jeu pour vos intérêts. Il se tourna enfin vers les membres de son cabinet, ses ministres, et les nombreux regards qu'il observait dans cette salle leur transmettant un message silencieux de solidarité. Le moment était venu, l'heure de la vérité. Notre indépendance, notre avenir ne dépendra jamais plus de vos dictats. Nous choisirons nos alliés, nous ferons nos propres choix et nous défendrons notre sol sans demander l'approbation de Paris ou de quiconque. Les mots de Ibrahim Traoré étaient clairs tranchants comme une lame. Macaron restait figé, incapable de répondre, immédiatement son visage trahissant une inquiétude croissante. Traoré venait de lui faire comprendre que l'époque où l'Afrique était un simple récepteur des dictats des puissances étrangères était révolue. C'était un moment de bascule, un moment où la dignité africaine se dressait fièrement, refusant d'être réduite à l'état de subordonnée. Ibrahim Traoré n'avait pas l'intention de s'arrêter, chaque mot qu'il prononçait était une déclaration de guerre contre des siècles d'injustice et de domination. Son regard restait fixé sur Macaron, ne lui laissant aucun répit, aucune possibilité de fuite. Il ne s'agissait pas seulement de défendre Burkina Faso, mais bien de toute l'Afrique, d'une Afrique qui, après tant d'années d'exploitation et de manipulation, était prête à prendre son avenir en main. Vous nous parlez de partenariat, mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. Un partenariat où nous n'avons jamais eu la possibilité de choisir une relation où nos choix sont constamment dictés par vos intérêts. Vous avez envahi notre sol sous le prétexte de nous apporter l'aide, mais cette aide a toujours eu une contrepartie que vous ne voulez pas reconnaître. La réalité est que vous avez pris nos ressources, vous avez pris notre savoir-faire et vous avez pris notre dignité. Et là, les mots de Traoré frappaient comme des coups de poing dans une pièce déjà chargée de tension. La voix de Macaron se fit plus basse, mais il n'osa pas interrompre Traoré, conscient qu'il était en train de perdre la bataille hors de l'argumentation. Ibrahim Traoré ne se laissa pas impressionner par le silence de son adversaire. Au contraire, il poursuivit encore plus résolu, comme s'il avait attendu ce moment pendant des années. Regardez ce que vous appelez l'héritage de la France en Afrique. Vous avez imposé vos systèmes éducatifs, vos langues, vos religions, vos normes sociales. Vous avez effacé des siècles d'histoire, de culture, de tradition pour les remplacer par une imitation de la civilisation occidentale. Il marqua une pause, son regard perçant se dirigeant à nouveau vers Macaron. Et vous osez nous dire que vous avez fait cela pour notre bien, vous ne nous avez pas éduqués, vous nous avez reformatés.
La salle était silencieuse, chaque mot de Traoré résonnait profondément dans l'esprit des personnes présentes. Ce qu'il disait n'était pas seulement une critique de la France, mais un cri de libération pour tous les peuples africains qui avaient souffert du fardeau colonial. Ses paroles étaient pleines de colère, mais aussi d'une vérité brute qui ne pouvait plus être ignorée. Et maintenant, vous venez ici une fois de plus en prétendant que vous voulez nous aider. La voix de Traoré devenait plus forte, plus tranchante. Vous nous parlez de partenariat. Mais ce que vous cherchez, c'est maintenir votre emprise sur nous. Vous cherchez à nous diviser pour mieux régner, à garder le contrôle sur nos terres et nos ressources. Vous faites tout pour que nous restions dépendants, pour que nous ne puissions pas nous libérer de vos chaînes invisibles. Il se tourna brièvement vers ses ministres, ses conseillers, avant de revenir à Macaron, son regard toujours aussi intense. Vous ne nous donnez pas de choix, monsieur Macaron. Vous ne nous offrez pas un avenir. Ce que vous nous offrez, c'est la soumission, la servitude déguisée en aide et partenariat. Macaron, qui avait jusqu'alors gardé une posture calme et distante, semblait perdre pied. Le regard de Traoré le perça comme une épée et pour la première fois, Macaron se rendit compte que son discours, aussi bien rodé, soit-il, ne suffisait plus. Il ne pouvait plus masquer les véritables intentions derrière sa façade diplomatique. Vous avez été là au début de notre indépendance, monsieur Macaron. Mais à quel prix vous avez accepté notre indépendance à condition qu'elle soit sous votre contrôle? Nous avons payé ce prix en sang, en souffrance et en humiliation. Les mots de Traoré s'enchaînaient avec une fluidité qui rendait chaque phrase encore plus puissante que la précédente. Nous n'avons pas demandé à être sauvés par la France. Ce que nous demandons, c'est la liberté, une liberté totale. Il s'arrêta un instant, laissant ses mots se fondre dans l'air avant de conclure avec une force inébranlable. Nous sommes prêts à affronter l'avenir seuls, sans votre aide. Nous n'avons plus besoin de vous. Ce que nous voulons, c'est choisir notre propre destin sans interférence, sans domination. La tension dans la pièce était palpable, Macaron se retrouvait acculé, incapable de répondre immédiatement. Il savait qu'il avait perdu cette bataille et que les mots de Traoré avaient atteint leur cible. Ce face-à-face marquerait l'histoire de l'Afrique, un moment où un président africain avait osé défier la puissance d'une ancienne colonie, un moment où l'Afrique avait décidé de ne plus être la subordonnée de quiconque. Ibrahim Traoré ne laissa aucun répit à Macaron. Son discours implacable et audacieux continuait de résonner dans la pièce, chaque mot frappant comme un marteau sur une enclume. Il se tourna cette fois vers les membres de son propre cabinet, les regardant un à un, leur transmettant un message silencieux de solidarité et de force collective. Ce n'était pas seulement Burkina Faso qui était en jeu, mais toute l'Afrique qui se levait enfin pour réclamer son indépendance véritable. Vous nous accusez, monsieur Macaron, de chercher des alliés comme la Russie ou la Chine. Mais quelle est la véritable question ici? Ce n'est pas de savoir qui sont nos nouveaux partenaires, mais plutôt de savoir si nous serons enfin libres de choisir ces partenaires sans l'ombre de votre influence. Ses yeux brillèrent d'une conviction inflexible. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce n'est pas une question de remplacer un maître par un autre, c'est une question de se libérer du joug du fardeau que vous imposez à l'Afrique depuis des siècles. Il se redressa, son regard s'intensifiant. Chaque mot prononcé était une vérité qu'il refusait de laisser passer sous silence. La France a utilisé l'Afrique comme un terrain de jeu pour ses propres intérêts. Vous avez pillé nos ressources, exploité notre travail et aujourd'hui, vous avez l'audace de venir nous dire que vous êtes nos amis. Ce n'est pas l'amitié, monsieur Macaron. C'est une manipulation déguisée, une manipulation qui tente de maintenir l'Afrique sous une forme de domination subtile mais implacable. Un silence pesant envahit la salle. Macaron ne savait pas comment répondre. Traoré venait de frapper là où ça faisait mal, exposant les véritables intentions de la France sous une lumière crue. Il avait démantelé l'illusion de l'aide humanitaire, révélant que derrière chaque geste de solidarité se cachait un calcul stratégique. Ibrahim Traoré fit un dernier pas en avant. L'Afrique n'a plus besoin de vos conseils ni de votre aide déguisée. Nous sommes un peuple fier, capable de choisir notre propre chemin et ce chemin, nous le tracerons sans vous, sans votre influence. Les regards échangés dans la pièce étaient lourds de signification, il n'y avait plus de retour en arrière. Ce face-à-face serait un tournant dans l'histoire de l'Afrique. Ibrahim Traoré, en prononçant ces mots puissants et inébranlables, n'a pas seulement gagné l'admiration de son peuple, mais aussi celle du monde entier. Ces paroles ont résonné au-delà des murs de la salle de conférence, atteignant les cœurs de ceux qui écoutaient avec une intensité rare. Les spectateurs, qu'ils soient africains ou non, ont ressenti une profonde empathie envers lui, un homme qui n'a pas seulement parlé pour Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique, pour l'ensemble d'un continent, qui a
souffert, mais qui refuse désormais de se laisser écraser par son passé. Le message qu'il a véhiculé n'était pas seulement une critique acerbe de l'injustice historique, mais un appel à l'action, un message d'espoir, de confiance et de renouveau. Ibrahim Traoré a ouvert les yeux du monde sur la résilience et la force de l'Afrique. Il a montré que l'Afrique, loin d'être un continent soumis à l'extérieur, est un endroit où les peuples se lèvent pour choisir leur propre destin, pour bâtir un avenir où la dignité, l'autonomie et l'unité régneront. Le public, qu'il soit à Ouagadougou ou au-delà des frontières de l'Afrique, a ressenti un élan de solidarité avec lui. Ce n'était pas juste une victoire politique, mais une victoire de l'espoir. Les spectateurs ont vu en Traoré non seulement un leader, mais un visionnaire, celui qui incarne un futur plus lumineux pour Burkina Faso et pour toute l'Afrique. Ce message d'unité et de renouveau a allumé une flamme d'espoir, une promesse qu'un demain meilleur est possible. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut changer, mais quand elle le fera. Ibrahim Traoré a fait le premier pas et à travers lui, l'Afrique tout entière a fait entendre sa voix. La route sera difficile, mais avec des leaders comme lui, l'espoir d'un avenir plus juste et plus tangible que jamais. Si vous croyez en un avenir meilleur pour l'Afrique, si vous partagez la vision d'une Afrique unie et libre, alors il est temps d'agir. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous car ce message doit traverser les frontières et toucher les cœurs du monde entier. Ensemble, nous pouvons faire entendre cette voix. Ensemble, nous pouvons être le changement. L'espoir pour demain commence aujourd'hui.